Donc on a que Thierry Roland qui va se présenter lui-même, mais qui va nous faire aussi le porte-parole d'Aronax, je pense. Oui, aussi, oui, hein. Voilà. oui, oui. Tu en Oui. parleras. Oui, Merci. alors oui, oui. Alors, d'abord, avant toute introduction, je ne devais pas être le présentateur de cette présentation. C'était normalement mon ami Arthur Dard, qui était le président d'Aronax, mais qu'entre-temps, sa start-up s'est arrêtée. Donc, comme j'avais été son conseiller pendant 2 ans, on s'est mis d'accord que je reprenne sa présentation et puis que je la customise un peu à ma façon. Donc, j'ai pris ces transparents et je les ai améliorés en mettant ma petite touche particulière liée à ma formation. Voilà. Arthur Darn est aussi un membre de SLC. Hein. Voilà. Et Arthur, il a quitté le domaine de ce projet pour aller vers les batteries accrochées aux voitures qu'on traîne sur les autoroutes et qu'on peut prendre à Rennes, repartir à Brest avec, repartir à Paris. Donc il a changé de métier récemment, donc il ne peut pas être là avec vous aujourd'hui. Donc voilà, donc Thierry Roland, moi je suis ingénieur en génie atomique et architecte naval. J'ai été formé à l'ENSTA ici à Brest il y a une 40aine d'années. Et actuellement je suis ingénieur en chef de l'armement réserviste sur le programme porte-avions Charles de Gaulle. Donc je suis en plein au cœur de la propulsion nucléaire, mais appliquée à un bâtiment militaire. Et puis je suis consultant, parce que je suis en retraite d'EDF. J'ai connu Joseph il y a une quinzaine d'années, hein, à peu près. Et j'ai quitté EDF comme j'étais conseiller du président d'EDF pour la construction de tous les réacteurs EPR que EDF a en France, en Angleterre et en Chine. Voilà. Donc rapidement ma formation, donc je passe très très vite dessus. J'ai 40 ans d'expérience dans le nucléaire, mais surtout dans des réacteurs embarqués. C'est-à-dire que j'ai construit 6 réacteurs qui sont 2 sur le Charles de Gaulle, 4 sur sous-marin nucléaire et qui tournent actuellement. Donc je les ai pris au démarrage et j'ai fini directeur du programme à la fin quand j'ai pris ma retraite d'ingénieur de l'armement en 2007 avant de prendre la direction des EPR. Donc j'ai une carrière un peu dans le nucléaire qui est assez large. Donc j'ai passé 21 ans chez Naval Group. Puis après, j'ai passé une vingtaine d'années entre EDF, Framatome, SGN et Bouygues. Voilà, et toujours dans le nucléaire. Des différents projets concernés, juste pour vous donner une idée des sujets. Donc, on voit du porte-avions Charles de Gaulle en passant par des sous-marins nucléaires, les EPR en Chine, les EPR en France, les EPR. J'ai dirigé le projet de Okilioto également en Finlande. Donc, j'ai touché à tout, mais j'ai quand même plus un tropisme sur la propulsion. Hein, où quand même j'ai passé énormément de temps sur la propulsion. Donc pour revenir à ce que je disais en introduction, j'ai accompagné pendant 18 mois Arthur Dard sur ce projet. Hein, on a rencontré énormément de monde sur CMA, CGM, Technicatom, EDF, Framatome, pour se faire une idée de ce que pourrait être la propulsion nucléaire sur des bâtiments civils. Et d'où la création d'Aronax par Arthur il y a 2-3 ans, et qui a porté ce sujet jusqu'à ce que, par manque de soutien des transporteurs, de l'État, et j'en passe, il a fini par un peu jeter l'éponge et puis passer à un autre sujet. Néanmoins, le sujet pour moi, il reste quand même prégnant. Hein. Vous verrez les chiffres qu'on a mis en évidence. Donc ça, c'est les consultants que nous étions bénévoles hein, pour l'aider. Hein. Nous étions 3 ingénieurs de l'armement, un capitaine de vaisseau de la Marine nationale qui actuellement démarre les Barracuda, et puis un professeur de l'école militaire de Cherbourg. Voilà. Donc on a passé 18 mois à aider Arthur à essayer d'analyser les stratégies par rapport au marché et par rapport aux solutions techniques qui existent. Donc le nucléaire, sur le besoin proprement dit, il a fait des études avec le CMA-CGM, qu'il a quand même reçu, même s'il n'a pas été financé. Et on a fait quelques analyses de l'intérêt de mettre de la propulsion nucléaire sur un bateau civil. C'est d'aller plus vite, déjà, et puis d'éviter le canal de Suez et d'aller plus vite pour compenser le parcours ayant la même durée, 21 jours pour venir en gros du Japon, en allant à 23 nœuds au lieu de 17 nœuds, puisque le nucléaire permet d'aller un peu plus vite, les consommations étant plus facilement acceptables. Donc ce schéma montre que l'intérêt est fort, que vous verrez plus loin qu'économiquement, ça peut tenir la route. Alors je vais continuer. Parce qu'en fait, depuis quelque temps, donc, le prix du carburant, ça ne vous a pas échappé, a explosé. La taxe carbone qui s'applique va également élever et peut continuer encore selon la politique qui sera appliquée, et puis la volatilité des coûts, alors que le nucléaire, contrairement au pétrole, il est quasiment lié au capex d'investissement. C'est-à-dire qu'on sait au démarrage du projet, s'il coûte tant, et si on maîtrise son prix, on n'aura pas de risque d'envoler du coût de consommation, parce que l'uranium coûte en gros 4% du prix du produit en exploitation, ce qui veut dire que s'il y a une fluctuation sur le prix de l'uranium, ça ne
que représente que 4% du prix de l'énergie produite. Donc on peut, dès le départ du projet, si on l'a bien ficelé, savoir à peu près à combien la consommation va durer dans la durée de vie du projet. Et puis il y a une opinion de plus en plus favorable sur le nucléaire, hein, même si aujourd'hui il y a quand même des pays qui, au niveau des escales, risquent de mettre des freins. Donc l'idée d'Arthur Dard, là, c'est de dire, bon, la centrale nucléaire, quand on arrive dans les eaux territoriales du pays où on doit faire escale, on l'arrête à la limite des eaux territoriales, on passe en arrêt chaud, et puis on fait toutes les opérations sur des diesels à quelques nœuds, et on recharge, et on redémarre le jour où on ressort du port. Donc c'est les idées de base. Donc aujourd'hui, les calculs qui ont été faits, c'est que 30% du coût du trajet sont liés au carburant, que 3% des émissions mondiales de CO2 sont liées au transport maritime, donc c'est quand même un sujet, ça n'est que 3%, mais ça reste quand même un sujet, que le secteur a aussi l'ambition, vous verrez tout à l'heure à la feuille de route, qu'en 2050, le transport maritime soit aussi net zéro, donc c'est pas gagné, parce qu'on est en 2025, et 25 ans pour passer en net zéro sur les flottes, il faut quand même avoir des solutions. Alors on a parlé tout à l'heure de la voile, hein, je l'ai entendu, mais la voile ne fera pas tout, ce qu'on disait tout à l'heure. Les e-fuels, mais ça reste quand même très focalisé sur le transport aérien. Et on pense, donc nous, que le nucléaire est une véritable solution qui apporte à la fois la décarbonation et on verra plus loin, à un prix aussi maîtrisé. Donc voilà, le marché a été estimé par Aronax à peu près à 12 milliards d'économies par an sur les porte-conteneurs. Pourquoi les porte-conteneurs? Vous verrez plus loin, parce que les porte-conteneurs, on pense que c'est des bateaux qui ont la taille capable d'embarquer un réacteur nucléaire. En même temps, les transporteurs comme CMA, CGM font des marges conséquentes qui leur permettraient d'investir sur de tels produits. Et leurs clients, vous verrez plus loin aussi, leurs clients sont de plus en plus demandeurs de transport green, enfin, reconnus comme green. Voilà. Donc le marché a été estimé à 12 milliards. En ne visant que les porte-conteneurs. C'est-à-dire que si on visait d'autres bâtiments que les porte-conteneurs, bien évidemment, la taille du marché pourrait exploser par rapport à ce besoin-là. Le coût du nucléaire, j'en ai parlé, je ne vais pas revenir dessus. Le coût nucléaire est prédictible, sous réserve encore une fois de maîtriser la fabrication du dit réacteur. Hein. Je ne vais pas prendre les exemples d'EPR qui ont multiplié par 2 ou voire plus leur prix. Je pars du principe que dès lors qu'on connaît bien le capex de l'investissement, le kilowattheure donc produit pour propulser le bateau, on en maîtrisera quasiment jusqu'à la fin de vie du bâtiment son coût. Le nucléaire est décarboné. Et puis ça offre une grande indépendance et ça permet d'aller plus vite et de passer, outre les contraintes qu'il peut y avoir, de passer par le canal de Suez. Donc là vous voyez un petit schéma qui montre les études qu'Aronax a fait entre le fossile, l'e-fuel et le nucléaire, qui montre que le coût d'un transport en nucléaire est prévisible et moins cher. Surtout si on intègre les augmentations du pétrole et des taxes carbone qui sont prévisibles. Donc là, il a fait une étude de marché également entre les CMA, CGM, ce que pourrait gagner CMA, CGM par an sur sa flotte. On a estimé à peu près à 1 milliard le coût pour eux en termes de consommation sur une flotte. Alors c'est sur ces CMA, CGM qui fait 18 milliards de résultats, je crois que si le chiffre est bon, ça n'est pas complètement décisionnaire. Mais par contre, ça leur donne en plus une image de transport. Ça leur donnerait une image de transporteur plutôt vert. Voilà les raisons. Alors pourquoi démarrer par les porte-conteneurs? Bon, ce que je dis tout à l'heure, c'est surtout la taille. Un porte-conteneur, 18 000 conteneurs. Je ne sais pas si vous en avez vu. Moi, j'étais réellement souvent en Corée avec Technip. C'est des bâtiments qui ont largement la capacité d'embarquer un réacteur nucléaire en propulsion. Les clients, ça permet aussi aux armateurs d'avoir une image verte, comme j'ai dit plusieurs fois. Et en général, les porte-conteneurs ne font pas des escales non plus dans tous les ports. Ils font souvent une ligne type Asie-Europe et qui leur permet de ne pas avoir des escales contraignantes dans certains pays. Donc voilà, plein d'avantages pour dire le porte-conteneur est probablement une des cibles privilégiées pour commencer la nucléarisation du transport maritime. Le prix du baril qui a fluctué, ça j'en passe parce que vous le savez. Les évolutions significatives de contraintes. Aujourd'hui, sur la propulsion maritime, il n'y a quasiment, à part les Russes,
que les bâtiments militaires qui étaient jusqu'à présent propulsés. Hein. Il y a eu comme des tentatives avec l'Autohan dans les années 50, les Russes avec leurs barges et leurs brise-glaces, mais ça reste quand même des bâtiments soviétiques. Donc aujourd'hui, les contraintes qu'on applique sur la propulsion des sous-marins, du porte-avions Charles de Gaulle qu'on a construit ici à Brest, vont avoir à évoluer sur les porte-conteneurs pour prendre d'autres aspects. Hein. Alors je ne dis pas que la sûreté, on n'en tient pas compte dans le militaire, mais il va falloir certainement rajouter le côté économique, financier, et puis l'acceptabilité dans les ports et la disponibilité du navire par rapport à la cohérence entre la cargaison et la propulsion, et puis prévoir beaucoup plus les escales dans les pays où on va, dans les ports où on va devoir faire le rechargement. Hein, aujourd'hui, un sous-marin nucléaire, il arrive à Brest, il décharge à l'île Longue, il vient en carénage ici, il repart à l'île Longue, il recharge à l'île Longue, il repart. Là, il y aura probablement des ports où il faudra prévoir des dispositifs. Alors ça peut être un port, 2 ports, 3 ports, tout dépend combien de bâtiments vont être équipés pour pouvoir faire les opérations de chargement, déchargement, et le faire si possible dans des délais courts. Aronnax visait 3 jours, donc des modules qu'on pourrait enlever et remettre avec un module de remplacement immédiatement à la place du module, le rechargement se faisant dans une usine et non dans le bâtiment lui-même pour justement gagner du temps. Donc c'est du plug and play, hein, avec des réacteurs déjà préchargés qu'on remettra en place à l'arrière du bâtiment. Je vous montrerai tout là une petite architecture sur laquelle on avait réfléchi pour rendre l'opération rapide. Voilà, alors aujourd'hui, il y a de nombreux acteurs qui se penchent sur le sujet. Hein. Les Russes sont les premiers. Hein. Rosatom et leur RTIM, qui est le nom de baptême de leur réacteur, sont les plus actifs, puisqu'ils ont déjà plusieurs modèles de bâtiments qui sont équipés, soit des barges, soit des brise-glaces, et ils envisagent donc de mettre aussi sur le transport maritime. Les Coréens, avec SHI, associés aux fabricants de réacteurs nucléaires KHNP, sont déjà sur des projets de transport maritime de conteneurs avec des réacteurs. Le bateau n'existe pas, mais ils sont déjà dans les cartons en train de les dessiner. Les Chinois ont plusieurs projets, je n'ai pas de détails, mais je verrai des photos de petits réacteurs tout à l'heure. Les Anglais de CorPower, si vous allez sur Internet, vous tapez CorPower, ils prennent la solution TerraPower aujourd'hui, et ils sont en train de faire un gros lobbying. Alors, j'ai vu aucun plan. Je pense que c'est beaucoup de lobbying. J'ai pas vu de projet, j'ai pas vu de design, j'ai rien vu. Mais ils dépensent beaucoup d'argent pour faire avancer en Angleterre la propulsion maritime. J'ai essayé de les contacter, j'ai pas réussi à les avoir au téléphone. Et puis Rolls-Royce, qui a récemment été retenu par le gouvernement britannique pour le SMR, c'est aussi une piste possible d'adaptation des réacteurs pour aller sur un bâtiment de surface. De nombreux SMR sont également, SMR c'est Small Modular Reactor nucléaire, ils sont en développement dans le monde. Ils pourraient être aussi, pour certains d'entre eux, adaptables à la propulsion. Certains d'entre eux, pas tous, parce que certains sont très génie civil intégrés, donc ça sera difficile d'intégrer sur un bâtiment de surface. Toutefois, moi je vois en France des réacteurs comme Nucléo et les réacteurs de GE Hitachi, qui ont franchi des étapes de développement significatifs, pourraient demander des certifications en vue d'une intégration sur un bâtiment de surface. Voilà des exemples d'architecture possibles. Là, vous avez l'Autohan dans les années 50. Vous avez un réacteur à boucle tel que les Russes l'ont fait à un moment donné. Ça, c'est le réacteur militaire du Charles de Gaulle et des SNLE. Et ça, c'est un RTIM 200 russe, tel qu'il existe déjà. Il fonctionne, ils sont déjà au 400. Mais c'est un modèle de réacteur intégré compact qui pourrait tout à fait prendre place dans une enceinte de confinement, dans un module qu'on mettrait sur un bâtiment à propulsion nucléaire. Alors voilà, là je vous laisserai lire la concurrence. C'est en gros la recherche qu'on a fait sur tous les réacteurs, je dirais, qui sont en cours de conception dans le monde et qui pourraient faire l'objet d'une intégration sur un bâtiment de transport maritime. Les Chinois, les CorPower dont j'ai parlé, les Russes et les Coréens, donc tous ces projets sont en cours. Certains n'iront pas au bout, hein. On a bien vu les difficultés de certains SMR, vous avez entendu parler de Narea qui est en dépôt de bilan, Nucléo qui a du mal à finir l'année financièrement, par manque de subventions, par manque de clients également. Donc ces deux fait que ce que je cite là, certains probablement n'iront pas au bout. Voilà. Là, je vous montre quelques exemples. J'ai juste voulu vous mettre quelques exemples de petits réacteurs qui existent et qui pourraient, quand vous voyez, être intégrés sur un bâtiment de surface. Donc tous ces projets existent, ont un certain degré d'APS ou d'APD pour certains qui est assez avancé. Rolls-Royce dont je vous ai parlé. Le GE Hitachi, auquel je crois beaucoup parce que c'est un réacteur modulable en eau bouillante qui pourrait donc être facilement intégrable.
Voilà, donc je vous laisserai lire la liste. Vous voyez, on voit le NewScale, qui est également un projet qui existe, dont on voit très bien que la configuration permet très facilement, de façon modulaire, de l'intégrer dans un bâtiment et de le retirer lors d'un rechargement dans un port dédié. Le russe, qui lui, pour le coup, existe. Là, c'est pas une vue d'artiste, là, c'est vraiment un réacteur tel que les Russes l'ont construit et qui, pour l'instant, sur des bâtiments, soit des barges, soit des brise-glaces, mais qui pourrait tout à fait être adaptable sur un porte-conteneur. Là, vous avez l'architecture progressive. Le premier modèle qui a été mis sur une barge, et puis les suivants qui sont en train de s'affiner avec le temps et qui seront... le 400 n'existe pas à ma connaissance encore, mais il sera certainement déployé sous peu, qui sont totalement modulables et que vous pouvez mettre dans un bâtiment sans trop de difficultés. Les Chinois qui ont également leur SMR qui est en cours de conception. Les Coréens très actifs en relation avec SHI. SHI, c'est le Samsung EV Industry, qui est le plus gros constructeur de porte-conteneurs au monde, avec Daewoo et Hyundai, et qui, eux, ont pris l'option d'aller étudier un projet nucléarisé. Voilà. Là, vous avez la compétition, vous voyez plein d'exemples. La barge, c'est la barge russe dont je parlais tout à l'heure, avec le premier réacteur, qui est déjà en service. Elle est envoyée, je crois que c'est dans la Sibérie, pour alimenter des villes depuis la mer, de façon à avoir une autonomie locale. Voilà. Donc tout ça, ce sont des dessins d'artistes, mais dont certains, vous voyez, là c'est une photo, le produit existe déjà. La réglementation, ça c'est un sujet important. Depuis une quarantaine d'années, l'Organisation mondiale, l'OMCI, a commencé à réglementer le domaine. Moi je me rappelle déjà, quand j'ai fait mon projet de génie atomique en 86 chez Technicatom, le sujet que je traitais, c'était un projet qui s'appelait Racine, qui était l'intégration d'un petit réacteur sur une frégate de la Marine nationale, auto-sûre, avec peu de services autour, peu de servitude, de façon à propulser une frégate. Bon, le produit n'a pas vu à l'époque d'application dans la Marine nationale. Néanmoins, nous sommes appuyés sur l'Organisation mondiale, l'OMCI, qui avait réglementé l'épaisseur du vègre, les parois anti-collision, de façon à anticiper les problématiques de confinement, de choc, d'accident. On en parlait tout à l'heure de naufrage. Un petit exemple pour répondre à votre question tout à l'heure, le naufrage, c'est quelque chose qui est envisagé, même sur le Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, j'en étais chargé, et le Charles de Gaulle, s'il a une avarie de mer avec 2 réacteurs en service, il est prévu que l'enceinte de confinement, il y a une table d'éclatement. La table d'éclatement explose à 180 mètres d'immersion, noie les 2 réacteurs, et on considère que la cuve et le générateur de vapeur sont intègres, et qu'il n'y aura pas de répartition de diffusion de produits de fission. C'est-à-dire que le circuit primaire restera intègre jusqu'à une certaine immersion. Après, au-delà de 5000 mètres, je ne garantis pas, mais au moins dans les profondeurs jusqu'à 300, 400, 500 mètres, il n'y aura pas de rupture du confinement. C'est prévu pour. Donc l'OMCI également a légiféré là-dessus. Le document que je connais bien de 86, il évolue. Et vous verrez tout à l'heure, j'ai un slide pour ça. Et il y a une feuille de route de l'ensemble des autorités qui légifèrent sur le sujet, entre l'AIEA, l'OMCI, l'OCDE, pour aligner toutes les exigences en matière de sûreté nucléaire sur la future propulsion nucléaire, si d'aventure elle devait voir le jour. Pour l'instant, elle n'y est pas. Donc et pour votre exemple, le projet de SMR dont je me suis occupé comme jeune stagiaire, il a fini par devenir le projet Nuart chez EDF, qui était un réacteur, vous verrez une photo tout à l'heure, qui ressemble de près ou de loin, en tout cas, au Charles de Gaulle. C'est ni plus ni moins la même architecture, sauf que c'était un réacteur à production d'énergie électrique, mais que EDF a arrêté, a abandonné en juin 2024 au profit d'un réacteur à boucle, c'est-à-dire de conception plus proche de ce qu'on a sur le parc nucléaire français aujourd'hui. Voilà, c'est juste pour l'histoire. Alors le projet Nuart, vous voyez, le projet Nuart, donc c'est typiquement un type de réacteur qui pourrait être intégré sur un bâtiment de transport maritime. Réacteur intégré, modulaire, c'est une enceinte de confinement, on la prend, on la remet, on peut la plugger, plug and play, et on fait le rechargement non pas à bord pour bloquer le bateau pendant plusieurs mois comme on le fait à l'île Longue, mais on le fait dans une usine dédiée à terre et on transporte le module au lieu de chargement. Alors après, il faut des moyens de manutention, parce que des colis comme ça pèse en gros 1000 tonnes. Donc il faut avoir dans le port l'outillage de manutention pour charger un colis de 1000 tonnes rempli de combustible.
Donc avec toutes les problématiques de sûreté nucléaire, la chute d'objets et j'en passe, qu'il faut démontrer. Mais quand vous voyez cette architecture-là, vous verrez tout à l'heure, c'est ni plus ni moins, c'est un porte-avions. Ça aurait pu être mis sur le porte-avions de remplacement du Charles de Gaulle. La puissance y est quasiment très proche. Hein, c'est très proche. Voilà. Alors voilà, ce que je vous dis, c'est toute l'argumentation, elle existe. L'IMO, l'OMCI, est là pour le faire. L'AIEA est l'autorité de sûreté suprême et l'OMCI travaille de concert avec l'AIEA sur le sujet. Et puis l'OCDE aussi met en place des conventions dommages pour l'assurabilité, parce qu'il faudra bien être capable d'assurer ces produits, hein, parce que ça sera obligatoire. Et puis l'acceptabilité de l'opinion publique, elle a quand même, vous avez pu le noter, elle a quand même beaucoup évolué depuis Tchernobyl et Fukushima. On est redevenu, depuis en gros 4-5 ans, beaucoup plus ouvert au nucléaire qu'on ne l'était avant les années 2020. Hein, on a eu un moratoire entre 2011 et 2020 où le nucléaire c'était pestiféré. Bon, de moins en moins, à la limite, parfois même c'est trop. Hein. Moi, quand je vois toutes les startups qui se lancent pour faire du SMR, je dis c'est presque trop. Je pense qu'il serait mieux qu'il y en ait moins, avec plus d'argent sur moins de têtes, et probablement qu'on arrivera à faire des choses plus efficaces qu'en diffusant trop de subventions sur trop d'acteurs. Bon, ça c'est mon commentaire personnel. Voilà, donc vous voyez la feuille de route de l'IMO pour le Green Zero, hein, de 2050. Le nucléaire peut trouver complètement sa place. Là aujourd'hui, il ne parle pas que du nucléaire, mais le nucléaire fait partie des potentielles solutions pour répondre à cette feuille de route qui est net zéro pour le transport maritime en 2050. Donc voilà, donc c'est là-dessus que Arthur Dart s'est basé en disant nous, il faut qu'on trouve notre place dans ce calendrier. Bon, la France, elle a de nombreux atouts, hein, si on revient sur c'est que depuis 1960, on a quand même fabriqué 24 réacteurs nucléaires embarqués. Donc on maîtrise 6 sur le redoutable, réacteur à boucle, comme j'ai montré tout à l'heure, donc technologie type le parc EDF actuel, 6 SNA en réacteur compact, les Ruby qui sont en fin de vie, hein, il n'en reste plus que 3, ont un CAS 48 intégré qui fait 50 MW et qui pourrait complètement, pas propulser un porte-conteneur, parce qu'à mon avis il faudrait au moins 2 réacteurs, mais la techno elle existe, il suffit de faire des règles de 3. Le Triomphant, hein, dont vous avez 4 spécimens de l'autre côté de la rade, lui a une chaufferie K15 150 MW thermique, qui fait du 50 MW de propulsion. Donc ça répond déjà à la taille de certains bâtiments. Hein. Il faudrait, à mon avis, un réacteur par ligne d'arbre. Le Charles de Gaulle, qui lui a 2 réacteurs, dont chaque réacteur identique au Triomphant, ont chacun une ligne d'arbre alimentée par chaque chaufferie nucléaire. Chaque chaufferie nucléaire alimente directement les turbines de chaque ligne d'arbre. Et puis vous avez récemment les Barracuda qui sont en train de sortir à Cherbourg, dont 3 sont sortis, 2 en service et 1 encore aux essais à la mer, qui eux ont un réacteur compact qui est dans la gamme entre le Charles de Gaulle et les anciens SNA. Et puis on prépare surtout le nouveau SNG 3G pour 2038 et le nouveau porte-avions nucléaire nouvelle génération pour 2038 avec des réacteurs K22 plus puissants, qui pourraient aussi, moyennant leur démilitarisation, être utilisés pour propulser un porte-conteneur. C'est-à-dire qu'on pourrait totalement utiliser, parce que le porte-avions de nouvelle génération fera 100 000 tonnes, enfin 80 000 tonnes exactement, et avec 2 réacteurs, il permet d'aller à 27 nœuds. Donc ça veut dire que 2 réacteurs sur un 100 000 tonnes, ça marche. Probablement que pour un porte-conteneur qui fait 200 000 tonnes, il faudra certainement monter un peu la puissance. Mais le produit, à l'homothétie près, il existe. Les compétences en France, elles existent, d'ingénierie, de fabrication, chez Naval Group ici, chez Technicatom, au CEA, à la DGA, et Framatome est également potentiellement éligible à ce genre de technologie. Donc on a des solutions. On n'est pas en train de découvrir un sujet qu'on maîtrise, puisque on a 24 fois le nombre d'années de service des réacteurs d'expérience et on sait comment ça marche. Donc voilà, là vous avez un réacteur, je vous montre quelques éclatés, c'est le réacteur que vous avez en face à l'île Longue et qui est à la fois à Toulon sur le Charles de Gaulle, qui pourrait tout à fait être extrapolé, moyennant, comme j'ai dit tout à l'heure, des technologies qui sont actuellement mises en œuvre sur ce réacteur qui sont liées à la tenue au grenadage, tenue à l'agression de combat, et à la discrétion acoustique, et qu'on ne reprendrait pas, bien évidemment, pour réduire les coûts et protéger aussi les verrous technologiques sur un réacteur civil, mais c'est complètement adaptable. Pour moi, ce ne sont pas des sujets complexes à contourner pour le rendre moins cher, moins comment dire,
divulguer moins de secrets liés à la tenue militaire, parce que c'est un sujet quand même qui est touchy, et aux discrétions acoustiques, parce que sur un bateau de surface civile, on s'en fiche. Hein. On n'est pas chassé par les Russes, donc le bruit, c'est pas le sujet. Voilà, donc vous voyez, l'intégration sur un porte-avions, un sous-marin nucléaire, elle est simple. Il suffirait d'en faire de même sur un porte-conteneur. Le Charles de Gaulle, j'ai pris l'exemple, c'est typiquement quelque chose qu'on peut complètement extrapoler, moyennant la démodularisation du module du milieu, qui lui, aujourd'hui, sur le Charles de Gaulle, il est complètement soudé à la coque, donc il n'est pas prévu qu'on enlève le module, mais il suffit juste de réfléchir au moyen de manutention pour déconnecter le bloc chaudière et de garder la turbine de la ligne d'arc comme elle est, et puis de remettre un nouveau module en quelques jours lors d'un rechargement. Voilà. Et là, vous voyez une cuve, juste pour vous donner un exemple, une cuve, là ce ne serait pas la cuve qu'on changerait, on changerait tout le module, y compris ce qui est autour. Voilà. Alors après, il y a plein de choix d'architecture. On peut avoir des réacteurs à boucle, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont plus compliqués parce que plus volumineux, ou des réacteurs compacts, qui sont moins volumineux, mais qui ont un inconvénient qui est, en général, leur rendement est moins bon. On perd en rendement, la compacité est contrecarrée par des pertes de rendement. Mais bon, après, il faut voir si la modularité n'est pas un avantage et que de fait, on préférera prendre un réacteur compact qu'un réacteur à boucle. Voilà. Après, les réflexions qu'on avait menées avec Aronax, c'est comment désolidariser le module du bateau rapidement lors d'une escale dans un port dédié. Donc on a pensé mettre sur la tranche arrière, alors plusieurs solutions, la tranche arrière avec le module réacteur, sans le module réacteur. Donc voilà les solutions possibles qu'il faut étudier avec les constructeurs de bâtiments, hein, comme Samsung, comme les Chantiers de l'Atlantique. Donc il faut maintenant valider ces différents concepts avec les constructeurs de bateaux. Aronax s'était lancé aussi dans un exercice sur le travail du réacteur lui-même, en s'inspirant beaucoup du réacteur militaire, mais en le civilisant. En gros, en y enlevant toutes les spécificités du réacteur de type SNLE ou porte-avions. Et avec un objectif, c'était de réduire la hauteur, de rendre le module et son poids compatibles des moyens de manutention qu'on va trouver dans les ports, hein, de ne pas faire une usine à gaz. Hein. Je vous dis tout à l'heure, hein, le Charles de Gaulle, chaque enceinte de confinement, c'est 1000 tonnes. Donc 1000 tonnes, c'est quand même... c'est moi qui fais l'opération, c'est pas une manip qu'on fait tous les jours, et il faut véritablement avoir les équipements dédiés. Et puis travailler aussi sur la sûreté, les brèches primaires, les accidents, enfin, tous les accidents qui sont à prendre en compte dans la conception d'un réacteur. Alors les choix qui semblent plus simples, bon, c'est de passer à la propulsion électrique. Hein, l'idée, c'est parce qu'on pourrait direct faire comme le Charles de Gaulle ou les CNLE, être en propulsion directe sur les turbines. C'est compliqué si on veut surtout faire la déconnexion. Donc on pense que le passage, l'architecture la plus simple à mettre en œuvre, c'est le réacteur qui produit du courant et derrière des moteurs électriques qui entraînent la ligne d'arbre. Voilà. Le choix d'un réacteur, après, on a plusieurs solutions. C'est le réacteur à eau pressurisée qui est le plus connu, en tout cas en France. Après, on parle de Gen 4, mais les Américains s'y étaient essayés dans les années 50, et c'est des réacteurs qui sont souvent au sodium et qui font mauvais ménage avec l'eau. Hein, donc avec des risques d'explosivité, des risques de... Donc on pense que le réacteur à eau pressurisée est plus, moins risqué dans une ambiance marine. Après, quel type de combustible ? Forcément, les combustibles militaires ne sont pas des combustibles EDF. Donc on pense qu'il vaut mieux s'accrocher à un standard type EDF. Pourquoi ? Parce que les usines de fabrication existent. Donc on ne sort pas d'une chaîne industrielle qui n'existe pas. Et puis en même temps, c'est moins cher parce que c'est un produit qui n'est pas durci aux agressions militaires et qui est juste résistant à des accélérations normales. Et après aussi, tout ce qui est dans les réacteurs nucléaires, vous avez souvent le circuit primaire est traité au bord dans les centrales civiles. Elles ne le sont pas dans les centrales militaires. Donc c'est de retenir plutôt une solution sans traitement, de façon à limiter les infrastructures autour, limiter les effluents. Et bon, ça a une contrainte sur la durée de vie du cœur, mais à l'inverse, ça limite autour tous les systèmes dont on est obligé de se parer quand on a un réacteur type EDF où on a énormément de servitudes autour. Il faudra réfléchir à la maintenance à terre. Quel endroit, quel port, où on fait les rechargements, parce que forcément on aura cette contrainte-là. L'enceinte de confinement autour, quelle dimension, quelle réfrigération on doit lui apporter, parce qu'on ne peut pas ne pas penser réfrigération et confinement quand on conçoit un réacteur comme ça. Et puis après, à l'intérieur du réacteur, l'architecture des générateurs de vapeur,
DGV indépendants, compacts, à tube, hélicoïdaux. C'est tout le débat qu'il y a eu le projet Neward chez EDF. Et ben là, aujourd'hui, on va avoir à l'avoir aussi sur un projet comme ça, si d'aventure, il voyait le jour. Voilà. Risque d'agression, il faut ici y penser, on en a parlé tout à l'heure, hein, c'est rendre le réacteur inaccessible dans le bateau pour les équipages. On considère que les équipages n'ont pas besoin d'être des atomiciens première langue sur un réacteur comme ça. Il en faudra ça un ou deux, mais pas tout l'équipage, ce qui est le cas d'un sous-marin nucléaire ou d'un porte-avions où beaucoup de personnel sont formés. D'empêcher l'accès à la matière et puis d'assurer un refroidissement et un noyage du cœur en cas d'accident, hein, et de façon à respecter de toute façon les options de sûreté qui seront appliquées au même titre que celles qu'on a sur les réacteurs à terre. Voilà, donc là vous avez une architecture qu'on avait essayé de définir, hein. C'est un réacteur compact, on voit bien, avec, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, avec des systèmes d'arrosage, de réfrigération, de noyage du réacteur par rapport à la ligne de flottaison. On s'assure toujours que le réacteur puisse recevoir de l'eau quoi qu'il arrive, donc en le mettant en dessous de le niveau de flottaison, de façon à assurer une réfrigération en mode accidentel. Normalement, il n'y en a pas besoin, mais la capacité de pouvoir noyer le réacteur, parce que le réacteur sera en dessous de la ligne de flottaison. Voilà. Donc Aronnax était parti sur l'idée qu'il y avait besoin d'avoir un certain nombre d'efforts d'ingénierie, mais pas trop de R&D nécessaires, puisque les bases technologiques, elles existent, moyennant certaines adaptations. Voilà. Donc l'avantage de ce réacteur, c'est qu'il avait une grande inertie thermique, donc avec beaucoup d'eau autour du réacteur et la capacité de le noyer, un système de sécurité passive, un système de contrôle à distance pour atterrir le réacteur, parce qu'il faut être capable, quand on le déconnecte, de continuer à le piloter, même quand il est sur la grue et qu'on est en train de le déplacer pour mettre dans le local de chargement. Et puis un objectif, c'était de viser l'échangeabilité en 3 jours, pour ne pas, bloquer le navire trop longtemps, hein, parce que là, 3 jours de perdu, c'est comme 3 jours d'exploitation, et ça se compte en millions d'euros. Donc voilà, donc c'était l'idée. Il y a eu beaucoup de discussions avec CMA CGM, les chantiers de l'Atlantique, mais il n'y a pas eu de poursuite plus loin dans un projet plus détaillé. Voilà. Donc après, d'autres facteurs de succès, c'est aussi la mutualisation entre différents navires des mêmes systèmes de propulsion, la standardisation, parce qu'il y a aussi la fabrication qui est derrière. Si on veut gagner de l'argent et être dans le prix du marché, il fallait que ces réacteurs soient des standards fabriqués en série, hein, comme visait le SMR d'EDF, de façon à ce qu'on ait une usine dédiée où quasiment on sort des modules à la chaîne, parce que si on veut alimenter des centaines de porte-conteneurs, il faut pas faire, c'est pas du prototype comme on a fait 4 sous-marins nucléaires et un porte-avions. Là, il faut vraiment avoir une chaîne de fabrication avec une usine de fabrication, d'assemblage, de la maintenance, des tests et de la standardisation. Voilà, donc ça c'était aussi quelque chose sur lequel on avait travaillé avec pas mal d'industriels pour voir qui était capable de le faire. Donc en France, les acteurs, j'en ai parlé. Les armateurs, bien évidemment. Sans les armateurs, le besoin, il vient d'eux et les compromis viendront d'eux. Technicatom, Framatome, le CEA, Naval Group, les chantiers Atlantiques. Et puis les fournisseurs divers et variés. Et Aronnax se proposait à l'époque d'assurer la coordination de l'ensemble de ces travaux. Évidemment, le financement aurait été impulsé par les armateurs et avec un soutien de l'État, ça aurait été un must. Le fait est, c'est qu'aujourd'hui, malgré l'objectif 2050, ce n'est pas encore le cas. Donc, ça reste encore un sujet. Je pense que les Anglais avancent plus vite que nous. Les Coréens vont certainement prendre les premiers programmes. On verra certainement un conteneur coréen naviguer au nucléaire avant qu'on en ait en France. Mais bon, c'est... Voilà ce que je voulais dire. Non, après, je vous rappeler qui sont les acteurs possibles, mais je les ai déjà mentionnés tout à l'heure. Et puis le fait que les réacteurs à sel fondu nous paraissent peu adaptables à une propulsion navale, mais ça reste à regarder parce que le réacteur nucléo est potentiellement une solution, ou celui d'Hexana du CEA également, vu la techno. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas quelle heure il est par rapport à mon timing pour ouvrir les questions. 40 minutes, bon, ça va. Merci. Bon, n'hésitez pas, sous réserve de ma capacité à répondre aux questions. J'ai essayé juste de vous brosser ce qu'on a. Je pense qu'il va y en avoir. Voilà. Tu vas être arrosé de questions là.
Oui, trois points. Le multi-hélice est rendu possible, je crois, par la propulsion nucléaire, ce qui n'est peut-être pas le cas pour l'instant dans les porte-containers, donc ça peut apporter de l'efficacité, de la maniabilité, etc. Si jamais le bateau coule, comment on va récupérer? Parce qu'il n'y a pas de radioactivité qui sort, mais il faudra bien le récupérer. Pas Parce qu'au bout forcément. de 100 ans, 200 ans, il finira par se corroder, et donc il risque d'y avoir quand même un relâchement. Donc comment on fait pour aller le chercher, quoi? Il sera sous 200-300 mètres d'eau, quoi. Oui, mais un jour ou l'autre, il pourrait y avoir de la corrosion quand même. Et non, mais il y aura. Et donc on accepte que le produit se libère. Voilà. Ouais. Et troisième question, les armateurs sont peu organisés en termes de filière, et donc qu'est-ce qui ferait que cette technologie pourrait naître? Il faudrait un État fort, il y a une grosse difficulté à trouver un marché. Parce que le court terme rapporte plus. Et puis en termes d'assurance, assurer des bateaux très chers, c'est quand même plus difficile que d'assurer des bateaux thermiques pas trop chers, quoi. C'est sûr, vous avez raison, l'assurance c'est un sujet. Hein. L'assurance c'est un sujet. Mais c'est pour ça aussi que les organisations type OMCI, OCDE essayent de faciliter la certification de façon à ce que les assurances soient plus faciles à être mises en place. C'est tout le rôle des OCDE, OMCI, d'essayer de faire en sorte que l'acceptance par les assurances et par le monde civil soit en place avant de lancer les projets. Sinon, ils ne verront pas le jour. Oui. Merci pour cet exposé. Alors, on sent très bien que s'il y a une flotte de porte-conteneurs nucléaires, ils n'auront pas accès à tous les ports. Il y aura des ports qui auront donné leur accord et qui auront des équipements, même s'il n'y a pas la notion, ne serait-ce que s'il faut sortir le module, etc. Donc il y aura un certain nombre de ports et donc un certain nombre de pays concernés. Donc derrière ça, est-ce qu'il ne risque pas d'avoir un problème assez délicat à régler qui serait par rapport à l'équivalent des rapports de sûreté qu'on connaît sur les installations nucléaires à terre, je dirais, fixes, parce qu'il faudrait harmoniser entre les différentes autorités de sûreté, des pays concernés par ce trafic, ce nouveau trafic, en quelque sorte. Donc ça va complexifier quand même les choses. Il y a des pays, je sais pas si en citer un, la Nouvelle-Zélande, je pense qu'on ne fera pas escale, quoi. Même réacteur arrêté. Australie, ça va être compliqué. Alors réacteur arrêté peut-être. Nouvelle-Zélande, même arrêté, je pense qu'on ne vient pas. Mais il y a des pays où on ne pourra pas y aller, même réacteur en arrêt chaud. Hein. Un arrêt chaud, c'est-à-dire que le réacteur, il produit plus rien, il reste chaud pour le redémarrage, mais il produit, il n'y a plus de réaction neutronique à l'intérieur du. Mais pour autant, il y a des pays qui ne le voudront pas. Il y a la notion de rapport de sûreté. Il faudra que dans le cadre d'exploitation, le rapport de sûreté dans le pays soit étudié pour l'adaptation au pays. Et par contre, les ports où on déchargera, ce sera probablement, je sais pas moi, en France, pour la flotte CMA-CGM, je pense, ou alors avec des accords avec d'autres transporteurs, de trouver des ports où on puisse ensemble avoir des opérations de changement de cœur, de module. Mais tout ça, c'est à étudier. Je suis d'accord, hein, c'est pas gagné. Dans notre discussion hier avec l'amiral de Jorias, on avait compris que l'implication de Technicatome sur les SMR avait été bloquée par la Marine nationale pour des raisons de... Enfin, Marine ou ministère, je ne sais pas trop. Pour des raisons à la fois de protection des secrets militaires, mais peut-être aussi de capacité de Technicatome à répondre aux besoins de la Marine. Là, ça ne semble pas être le cas, vous confirmez? Alors aujourd'hui, ils ne sont pas du tout dans les études ils en ont fait eux-mêmes dans les années 80. J'étais chez eux en stagiaire, ils le faisaient parce qu'ils avaient à l'époque dans leur business plan l'idée que ça pourrait être un business. Et ils ont continué sur la solution, mais plus en allant vers les solutions SMR, plus appliquées forcément à la propulsion, alors qu'à l'époque c'était que la propulsion. Après, la question que se pose Technicatome, enfin qu'a Technicatome, c'est qu'aujourd'hui c'est pas une grosse structure, ils sont 2000 personnes, et le SGDSN, c'est pas la Marine nationale, hein, c'est surtout le SGDSN a dit, alors peut-être poussé par la Marine nationale, hein, mais bon, a dit, moi, pas plus de 80 ingénieurs à diversifier sur autre chose que le nucléaire militaire. Pas plus de 80 personnes. Donc avec 80 personnes, on ne fera pas tout.
Il faudra que Framatome vienne aider donner un coup de main, mais Framatome, Technicatom, c'est presque les cousins germains. Hein. Et donc là, et aujourd'hui, la question n'a pas été posée dans ce sens-là au SGDSN. Parce que moi, j'ai été vérifier le général Cousin, si la question lui avait été posée. Elle ne lui avait pas été posée. Mais il y a eu quand même la contrainte, 80 personnes, pas plus. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, Technicatom a aussi changé de gouvernance. Avant, ça appartenait à Areva. Aujourd'hui, ça appartient à l'État. Donc aujourd'hui, la gouvernance de Technicatom, c'est presque la gouvernance d'une entreprise totalement publique. Et donc c'est l'État qui dit vous ferez ou vous ferez pas. Et 80, c'est la tolérance de pollution que Technicatom a droit de faire sur d'autres projets que les bateaux d'ici. Voilà. Donc, mais c'est plus une question de... Et c'est pas tellement le secret. Le secret, il y a quelques secrets qui sont, je vous disais tout à l'heure, la tenue au combat et la discrétion acoustique, mais dont la flotte maritime s'en fiche. Voilà. Oui, bonjour, merci pour votre présentation. J'ai assisté à une conférence scientifique, c'était une chercheuse italienne doctorante qui faisait justement sa thèse sur des navires de commerce nucléaire. Et il y avait deux conclusions qui m'avaient surprise, donc je voudrais avoir votre retour là-dessus. Premièrement, le bilan carbone complet sur un cycle de vie, il serait réduit de seulement 75%. Alors c'est déjà génial, 75%, mais j'avais l'impression qu'on aurait pu faire beaucoup plus. Je ne sais pas si vous avez fait des analyses. Non, mais... Bon. non, mais aujourd'hui, moi je prends le parc électronucléaire français. Si aujourd'hui en France on fait 50 grammes du kilowattheure et que les c'est 5 je crois. 50 grammes en moyenne sur l'ensemble de la production. Oui, ça intègre tout. Hein. Ouais. Et les Allemands sont à 550. Oui, c'est pour ça que j'étais surpris. Donc je ne sais pas d'où elle a fait ses calculs, mais c'est un rapport 10, quoi. On divise par 10 minimum. Et alors, ce qui m'avait le plus surpris, et là vous allez certainement pouvoir répondre, c'est par rapport à la modulation de la puissance. Elle avait l'air de dire que certains réacteurs avaient du mal à moduler la puissance, et si bien que quand on arrivait à quai, on pouvait avoir, on était obligé de fonctionner à pleine puissance et on réinjectait l'électricité sur le réseau. Allez voir l'île Longue, hein, quand un sous-marin nucléaire rentre de patrouille, le porte-avions s'arrête à Toulon, on n'a pas besoin de réinjecter. Peut-être certains designs, peut-être non. Un PWR classique, il arrête sa puissance assez facilement. Hein. Non, mais honnêtement, hein, ça s'arrête. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de puissance résiduelle, il y en a. Pendant quelques heures, elle décroît, il y a des réfrigérants pour ça. On envoie l'eau chaude dans la mer pour le refroidir, mais ça ne prend pas des jours. Quoi. Ça prend pas des jours. Un commandant de sous-marin nucléaire qui veut accélérer, on ne lui dit pas, commandant, revenez dans 6 heures, je vous dirai si on peut monter en puissance. Il appuie sur la pédale et puis me demander à un commandant de sous-marin nucléaire, je ne sais pas si l'amiral était commandant de sous-marin nucléaire ou mécanicien, mais un commandant de sous-marin nucléaire, il ne se pose jamais la question si son réacteur va être capable de répondre à soit un arrière d'urgence, soit un avant 4. Il n'a jamais eu à se poser la question. La machine, elle a toujours donné ce qu'elle avait dans le ventre. Hein. Voilà. Donc je ne suis pas inquiet là-dessus, quoi. Et je ne pense pas qu'un porte-conteneur ait besoin d'accélérer autant qu'un sous-marin. Oui, mais je pense qu'il n'y a pas besoin, honnêtement. Alors, je me suis permis de regarder pendant votre présentation sur Internet. Parce que je me rappelais du Savannah, mais je me rappelais plus enfin, je me rappelais du Rotowan et du Savannah. Il y a aussi eu le Mutsu. Mais le Savannah faisait 300 000 km sans s'arrêter, avec une charge, avec un cycle de combustible. Par ailleurs, sur l'AIEA, on a, j'en viens, donc on a revu environ 20 types de SMR, et les SMR de type Rolls-Royce, etc., qui sont trop gros en fait pour des porte-containers, puisqu'ils font 450 MW, donc c'est un peu trop gros. Après, par contre, il y a effectivement, comme vous l'avez dit, beaucoup de SMR qui sont parfaitement adaptés pour des gros navires. Et qui d'ailleurs font l'objet de recherches, que ce soit par les Coréens, par les Russes. Bon, moi, j'ai travaillé sur les Coréens, sur les Russes en particulier, et effectivement, on travaille sur les systèmes embarqués, donc ils sont définitivement sur le sujet. Oui. Et ça marche très bien. Hein. Pourquoi, alors là, je n'ai pas dit pourquoi les SMR sont des produits qui pourraient s'adapter. En fait, le SMR dans le monde, il est en place pour essayer de remplacer les centrales à charbon qui existent dans le monde. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a 2000 ou 3000, j'avais le chiffre, j'ai perdu le chiffre exact, 3000 centrales à charbon qui existent. Et la moyenne de chaque centrale à charbon, c'est 300 MW thermiques 300 MW électriques. Et bizarrement, ça correspond peu ou prou
à ce qui pourrait être utile pour propulser un bateau de ce tonnage. Donc c'est le hasard, hein, c'est la puissance des centrales au charbon sont juste dans la cible. Et donc tous les SMR se sont quasi mis dans la cible des 300 MW électriques pour être prêts au remplacement des centrales au charbon. Et en même temps, c'est à peu près la propulsion dont on a besoin. Après certains sont tellement faits avec du génie civil autour qu'on ne les adaptera pas. Le Rolls-Royce, je pense qu'il n'est pas... Enfin, voilà. Mais le GE Hitachi, le BMX 300, je trouve qu'il rentrerait bien dans un module. Oui, oui. Certains ne le seront pas parce qu'ils n'ont pas été prévus pour. Alors, moi j'ai une question et un commentaire. La question c'est quelle autonomie prévoit-on pour... parce que ça jouera beaucoup sur la fréquence des rechargements. Oui. Alors si on reste dans un enrichissement à 4-5%, qu'on ne fait pas de traitement au bord, c'est clair que l'autonomie va prendre un coup. Ouais. Et on ne fera pas d'enrichissement au-dessus du renchiment classique parce que ça va coûter cher. Ouais. Et puis le bord, ça aurait été bien, mais ça va être compliqué à mettre en œuvre. Et donc du coup, je pense que tous les ans, il faut envisager changer de module. Tous les ans. Alors, j'ai pas le calcul, là, on l'a pas, mais moi je pense que tous les ans, il faut envisager changer de module. Alors, deuxième point, c'est plutôt un commentaire. Comme sur le Charles de Gaulle, il faudra, je pense, avoir 2 réacteurs de moyenne puissance, enfin, qui sont capables de à peu près 100% de puissance chacun. Pas forcément d'ailleurs, ça se discute. Mais pour avoir une redondance, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'un porte-conteneur tombe en rade au milieu de l'océan. Après, s'il a 2 lignes d'arbre comme le Charles de Gaulle, il fera 15 nœuds sur une ligne d'arbre et 25 nœuds sur 2 lignes d'arbre. Non, mais il réduit la vitesse, mais il faut quand même une redondance. Oui, une ligne d'arbre, un réacteur, et donc 2 réacteurs égale 2... Voilà. Le Charles de Gaulle, quand il a qu'un réacteur, il a 22 nœuds. Mais ça va dans le sens d'avoir des réacteurs modulaires pas extrêmement puissants, mais faits en série, et qui puissent être mis facilement selon des types de bateaux, parce qu'il y a peut-être des bateaux qui n'ont pas besoin de cette redondance. Oui, alors c'est vrai, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est dans les ports, il y aura certainement les diesels de secours pour pouvoir faire les manœuvres de port. Bon, ça sera du 4-5 nœuds. C'est alors de grandeur, hein, c'est histoire d'aller contre les fortunes de mer et de pouvoir aller contre les courants là où on veut pendant les manœuvres en eau internationale, non internationale. Juste pour une petite intervention qui va peut-être éclairer le débat, les Américains viennent de décider de porter à 10% le combustible faiblement enrichi, y compris pour les centrales nucléaires en général, par étape. Ça sera 7 à 8 et ensuite 10%. Dans le but d'augmenter les périodes d'arrêt de tranche. Et donc c'est valable en particulier, l'idée c'est pas nécessairement pour les PWR et BWR, mais c'est surtout pour les SMR. Ouais. C'est faisable, on pourrait le faire en France, hein, mais pour l'instant la cible de Georges Best 2 c'est 4-5%. Mais comment ? Oui, la limite est 6. Mais après, il suffit de faire des extensions à Georges Best 2. Si on pourrait le faire en France, hein, on fait des extensions de production, on pourrait faire des extensions d'enrichissement. Hein, mais c'est un investissement, quoi. D'autres questions ? Bien, merci beaucoup Thierry. Merci pour cette intervention.